Nous sommes à Nancy, dans le département de la Meurthe-et-Moselle. À la fois dynamique et étudiante, cette ville de 100 000 habitants est classée depuis 1983 au patrimoine mondial de l'UNESCO. On associe Nancy à l'Art Nouveau et puis au niveau architectural à la place centrale, la place Stanislas, qui est une des plus belles places de France. À l'ouest du centre historique se trouve le quartier de la Croix de Bourgogne. C'est un quartier essentiellement résidentiel, donc on peut dire classe moyenne ou aisée, avec pas de problème particulier la journée, hein, c'est plutôt des familles qui s'y croisent. En revanche, la nuit, c'est un tout autre visage. Parce qu'il y a 2 boîtes de nuit, il y a 2 discothèques, donc ça draine une faune effectivement de fêtards. Durant l'été 2014, ce quartier va être au cœur d'une étrange affaire. Le samedi 28 juin, Julie et Hafid, un couple de trentenaires, confient leur enfant de 3 ans à la grand-mère maternelle. Ce qui a été un peu particulier là, c'est le fait que la maman de la petite, donc Julie, elle n'a pas donné de nouvelles et n'est pas venue rechercher sa fille dans le délai habituel. Alors que Julie ne répond pas au téléphone, la grand-mère décide de se rendre à son domicile dès le 29 juin. Elle est accompagnée par la sœur d'Hafid. Arrivées devant l'appartement, les 2 femmes sonnent à la porte et sont accueillies par le père de famille. Elles ne le sentent pas dans un état particulièrement paniqué. Ils leur signalent juste « Julie n'est pas rentrée, je pars à sa recherche ». Elles ne vont pas signaler un comportement alarmant de sa part à ce moment-là. Le lendemain, Julie ne donne toujours pas de nouvelles et son compagnon ne répond plus au téléphone. L'inquiétude grandit dans l'entourage du couple et le frère aîné d'Hafid se rend à son tour à leur domicile. Là, il va tambouriner à la porte, entendant le chien qui est derrière, mais personne ne lui ouvre. Il suppose qu'il y a une présence, que son frère est bien présent. Il s'en inquiète et fait appel aux pompiers qui vont passer par l'extérieur, à savoir par le balcon au 4e étage. Alors pourquoi Hafid et Julie ne donnent-ils plus signe de vie? Sont-ils en danger? Et que vont retrouver les pompiers à l'intérieur de l'appartement? Arrivés à l'intérieur du domicile, les secouristes ne trouvent personne, mais visiblement, quelqu'un a fait le ménage. Il voit que le sol est humide, donc manifestement a été nettoyé, des vêtements qui trempent dans un lavabo, mais enfin, rien de particulièrement alarmant. Les pompiers s'aperçoivent que le lave-linge est en route. Et en examinant les autres pièces, ils réalisent que la porte de la salle de bain est verrouillée. Ils appellent à plusieurs reprises en disant « Que se passe-t-il » On suspecte toujours éventuellement un malaise ou un suicide. Et on n'a aucune réponse. En revanche, on entend du bruit et de l'eau qui coule. Et c'est là où les pompiers décident d'ouvrir de force la porte et qu'ils découvrent donc Hafid en train de se laver frénétiquement les mains. Il y a du sang dans le lavabo et Hafid présente une blessure à la main. Tout le monde va dire qu'il a une attitude totalement bizarre, qui ne semble pas l'attitude de quelqu'un de normal, de serein. Il ne donne pas d'explication, si ce n'est qu'il dit Julie a disparu, Julie a disparu, Julie a disparu. Après avoir soigné Hafid, les pompiers contactent la police. L'homme de 36 ans est conduit au commissariat, pendant qu'une autre équipe entame des fouilles approfondies. Ils vont trouver, alors ils vont relever différents objets ou vêtements principalement. Donc dans l'évier, ils
retrouvent un jean, alors un peu avec des taches brunâtres, rougeâtres, qu'ils vont prendre. Je crois qu'il y a peut-être une chaussette, une paire de chaussettes. Ils vont retrouver sur le balcon une paire de baskets avec de la boue et une petite tache de sang. Et puis dans une poubelle, des débris de vaisselle, notamment ce qu'on va estimer être un plat à tagine. Dans le salon, les enquêteurs font une autre découverte. Ils mettent la main sur le sac, les papiers d'identité et le téléphone portable de Julie. C'est vrai que ça va interpeller parce qu'on va dire, mais si Julie était partie volontairement, seule, elle n'aurait certainement pas laissé l'un de ses téléphones, mais surtout son portefeuille avec ses papiers. Les policiers se demandent alors si l'appartement n'est pas une scène de crime. Suspicieux, ils décident d'utiliser du Blue Star, un révélateur de taches de sang. Ils constatent qu'il y a du sang. Il y a du sang dans l'appartement, il y en a dans la chambre, il y en a dans le couloir de l'appartement. Voilà, il y a du sang qui a manifestement été lavé, essuyé. Du sang, ils en retrouvent également dans l'habitacle et dans le coffre de la voiture du couple. Sur la carrosserie, ils remarquent des traces de boue. Le véhicule est sale. Pourtant, il a été acheté 2 jours auparavant par Hafid. On se demande, dans ce contexte-là, comment, en 48 heures à peine, ce véhicule peut être dans cet état, avec des taches de sang à l'intérieur, des éraflures sur la carrosserie et de la boue. Au vu de ces éléments troublants, Hafid est placé en garde à vue le lundi 30 juin 2014. Il y a un adage qui vaut ce qu'il vaut chez les policiers, c'est dernier témoin, premier suspect. Et effectivement, le dernier témoin, c'est-à-dire la dernière personne à avoir vu la victime vivante, ça affirme donc de façon assez naturelle, il devient le premier suspect. Alors que dira Hafid en garde à vue? Serait-il mêlé à la disparition de Julie? Et où se trouve la jeune femme de 34 ans? En consultant leurs fichiers, les policiers lorrains apprennent qu'Hafid n'a jamais eu de démêlé avec la justice. Le trentenaire a grandi au sein d'un foyer aimant et a suivi une scolarité classique. Hafid, c'est le petit dernier d'une famille d'origine marocaine très bien implanté sur Nancy. Nous sommes dans un milieu, j'allais dire normal, mais en tout cas, c'est pas forcément très aisé, mais toute la famille a une situation tout à fait confortable. Il lui a fait des études supérieures, il a fait un bac+2. En 2014, Hafid est intérimaire dans une compagnie d'assurance. En CDD depuis maintenant un certain temps, et qui était sur le point de signer son CDI. Donc, de l'extérieur, absolument aucun problème. Interrogés par les enquêteurs, les proches d'Hafid font le portrait d'une personne chaleureuse et agréable à vivre. C'est quelqu'un qui est décrit comme un garçon sociable, un homme un peu fêtard même. Vraiment, tous les témoignages sont globalement positifs sur lui. C'est en 2009 qu'Hafid et Julie font connaissance par l'intermédiaire d'un ami en commun. La jeune femme est alors infirmière. Julie, c'est une personne qui est décrite comme assez enjouée, assez dynamique, mais c'est quelqu'un qui est décrit comme étant bien, trivialement parlant, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, pas une personne à problème. Qui avait à cœur d'arranger les choses, mais qui néanmoins avait un caractère ferme, c'est-à-dire qui était capable de dire, franchement, sans s'énerver, mais de dire les choses lorsque ça n'allait pas. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Ils emménagent rapidement ensemble, et 2 ans plus tard, Julie et Hafid deviennent parents d'une petite fille.
Tout le monde décrira un couple extrêmement amoureux, extrêmement soudé, très tourné vers leur enfant. Afid est décrit comme quelqu'un d'attentionné envers Julie, très gentil. Personne ne décrit de dispute, personne ne décrit d'éclat de voix, personne ne décrit d'engueulade, personne ne décrit de scène de ménage, personne ne décrit de violence latente. Lui, il est jamais décrit comme quelqu'un de violent, quoi. Jamais décrit comme quelqu'un de violent. Mais avec sa compagne comme avec d'autres, quoi. En garde à vue, Afid revient sur la soirée qui a précédé la disparition de sa compagne. Le trentenaire avait invité un ami à dîner. Julie va se coucher alors que les deux hommes continuent à boire jusque tard dans la nuit. Vers 4 heures, Afid et son comparse décident de descendre la poubelle. L'ami va tomber dans les escaliers, va chuter sur la poubelle et va s'ouvrir très profondément le bras avec un des débris de verre qui se trouve dans la poubelle, générant une hémorragie relativement importante. Il remonte et réveille Julie pour qu'elle le soigne, étant infirmière, mais ça ne suffit pas. En tout cas, ça nécessite une intervention plus sérieuse. En tout cas, il faut des points de suture, et donc à ce moment-là, on fait appel aux pompiers qui interviennent vers 4 heures. Et eux, les pompiers, quand ils arrivent, ils ne remarquent rien d'anormal. Hein. Ils sont dans l'appartement d'un couple qui a des relations normales. Ils sont pas, ils relèvent aucune tension, aucun climat un peu de violence latente. Une fois les pompiers repartis, Afid explique aux enquêteurs qu'il s'est endormi sur le canapé du salon et qu'il se serait ensuite réveillé le lendemain, vers midi. Mais Julie ne se trouvait plus dans l'appartement. Déjà, ça paraît suspect parce que le canapé est près de la porte, donc si elle était sortie, il aurait forcément entendu quelque chose et aurait été réveillé. Donc ça paraît suspect aussi dès le départ. Afid ne donne pas davantage d'explications sur son emploi du temps. À la recherche d'éventuels témoins, les policiers font une enquête de proximité. C'est le voisin du dessous qui, dans la nuit, vers 6h, 6h30 ou 7h du matin, a entendu un grand bruit dans l'appart au-dessus, suivi d'autres plus petits, quoi. Donc voilà, il livre ça, ce voisin. Donc un bruit suspect qui provient de l'appart du dessus. Afid et Julie se seraient-ils disputés cette nuit-là? Avaient-ils des problèmes dans leur couple? Pour le savoir, les enquêteurs épluchent leurs échanges téléphoniques. On n'est pas vraiment dans un couple qui est sur le déclin ou qui est prêt à rompre, mais on sent chez Julie une lassitude au niveau matériel, au niveau de l'investissement, au sein du couple aussi. Elle dit à Afid plusieurs fois, c'est retranscrit dans les SMS dont on a pu avoir connaissance, qu'elle en a marre, qu'il faut qu'il se reprenne, qu'elle ne peut pas tout faire toute seule, et elle lui écrit à un moment, si tu continues comme ça, je vais me lasser, je vais partir et je ne reviendrai plus. L'examen médical d'Afid met en évidence une fracture des métacarpes à la main droite. Ce qui va être qualifié d'emblée comme le coup du boxeur, qui dit très clairement que ça a été un coup de poing qui a donné ça. Afid s'en défend et dit que lui, il est tombé au sol. 4 jours après la disparition de Julie, Afid est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Alors a-t-il voulu se débarrasser de sa compagne? Ou est-elle toujours en vie? Et Afid changera-t-il de version? Le 9 juillet, Afid est à nouveau entendu par les policiers. Le suspect assure ne pas comprendre pourquoi l'enquête s'acharne sur lui. Mais sa version est malmenée par l'exploitation de sa ligne téléphonique. L'un des éléments qui a posé problème pour la version d'Afid en disant ma compagne a disparu, c'est le fait qu'il ne la recherche pas. Il passe 2 coups de fil, a priori,
Alors que la famille de Julie, même la famille d'Afid, appelle 2, 3, 4, 10 fois le portable de Julie pour savoir où elle est, pour savoir ce qui se passe. Et lui, non. 15 jours après sa disparition, Julie reste introuvable. Mais une découverte macabre va faire basculer l'enquête. Le 14 juillet, un promeneur dans des bois de la périphérie de Nancy tombe sur un bûcher et les restes d'un corps calciné. Calciné, c'est au-delà de la carbonisation, c'est-à-dire qu'on a des os qui sont tout blancs, qui partent même pour certains en poussière. Mais selon les constatations du légiste, les ossements restants appartiennent à une femme. Il n'y a plus que les expertises de comparaison d'ADN pour confirmer, mais dans l'attente des résultats, on est déjà convaincu qu'il s'agit bien du corps de Julie. 2 semaines plus tard, l'ADN parle et match avec celui de la mère de famille. Les résultats de l'autopsie vont également apporter des informations sur les circonstances du drame. Il y a un point qui est certain, c'est qu'il y a une fracture de la mandibule. Et cette fracture de la mandibule, c'est le seul point sur lequel le légiste est formel. Cette fracture de la mandibule, elle ne peut pas avoir été causée par les flammes, par le fait de la chaleur et par la crémation. Cette fracture de la mandibule, elle est forcément issue d'un choc avec un objet contondant. Les enquêteurs font appel à un morpho-analyste. L'expert est chargé de reconstituer la scène de crime à travers l'analyse des traces de sang. Il va dire il y a des gouttelettes de sang projetées sur les murs et sur une partie du plafonnier de la chambre à coucher du couple. Bon. Et manifestement, compte tenu de la forme des gouttelettes de sang, elles ont été projetées à la suite d'un choc avec un objet contondant. L'expert dit que ça correspond à un coup qui a été donné sur une personne qui était allongée dans le lit, et le coup a été donné par quelqu'un qui se tenait à côté d'elle. Face à ces nouveaux éléments, les policiers poussent Afid dans ses retranchements. Mais il n'y a pas un mot, même quand on lui dit voilà, on a découvert le corps, il n'y a pas un mot venant dire mais c'est terrible, essayez de savoir ce qui s'est passé. Comme si cette affaire, entre guillemets, ne l'intéressait pas. Il n'exprime pas véritablement de la tristesse. C'est pas lui, c'est tout, c'est pas lui, et il ne veut rien savoir d'autre, il ne veut pas donner d'autres explications. Alors le suspect avouera-t-il les faits? Afid a-t-il tué sa compagne dans un accès de colère? Et les enquêteurs parviendront-ils à rassembler les preuves nécessaires pour le présenter devant un juge? Sur les lieux de la découverte du corps, au milieu des cendres et des ossements, les policiers lorrains ont mis la main sur des indices. À commencer par des morceaux du plat à tagine. Les enquêteurs vont s'efforcer de faire un lien entre la scène du bûcher et l'appartement. Et le plat à tagine qu'on retrouve dans le bûcher, c'est ce petit fil qui peut permettre de remonter jusqu'à l'appartement. Parce que ce plat à tagine, on retrouve des morceaux de ce plat à tagine aussi dans l'appartement. Et il va y avoir une expertise pour savoir si les morceaux qu'on retrouve dans l'appartement collent avec les morceaux qu'on retrouve sur le bûcher. Alors l'expertise ne sera pas affirmative à 100% en disant c'est le même plat, mais il dira que c'est compatible. Les enquêteurs ont la conviction que la boue retrouvée sur les baskets d'Afid provient de la zone du bûcher. Mais l'homme assure quant à lui les avoir salis en marchant dans le parc Sainte-Marie. Le parc Sainte-Marie, qui est un parc très proche de l'appartement du couple Julie-Afid, va être fermé puisqu'on va prélever la terre à plusieurs endroits pour pouvoir comparer en termes de sédiments la boue qui est présente sur les baskets d'Afid. Le résultat démontrera que ce n'est pas la boue du parc Sainte-Marie en tout cas. D'après les experts, cette boue a bien plus de probabilité de provenir du lieu de la découverte du corps. Convaincus de l'implication d'Afid dans ce meurtre, les policiers poursuivent leurs investigations.
On va faire à peu près tout ce qui est possible de faire, quoi. On va faire de l'ADN, on va faire de la téléphonie, on va faire de l'analyse des formes de taches de sang, on va faire de l'analyse de crémation. Tous ces éléments n'ont pas la même force probante, même à la limite pris l'un sans l'autre, ils ne sont pas suffisants. Mais quand on les met l'un avec l'autre, l'addition elle devient lourde, quoi. Je pense que ce qui accable vraiment Hafid, et qui est l'élément déterminant, c'est d'une part ses déclarations, dont on sent bien qu'elles ne sont pas du tout crédibles, et puis la tache de sang dans le coffre de la voiture. Les analyses ont confirmé que ce sang est bien celui de Julie. La voiture, il l'a achetée il y a 48 heures. La victime n'y a jamais mis les pieds. Qu'est-ce qu'il fout là, tout ça? Qu'est-ce qu'il fout là? Comment ça se fait qu'il y a le sang de la victime dans le coffre? On va lui poser la question X fois. Il n'aura jamais de réponse. Hafid n'explique pas davantage pourquoi le sang de sa compagne se trouve sur ses baskets. Mais le scénario criminel commence à se dessiner. Les enquêteurs privilégient la piste d'une dispute qui aurait mal tourné. Ce qu'on sait, c'est qu'ils s'entendaient mal dans le couple à ce moment-là. C'est que la soirée avec le copain, elle, c'était pas prévu. Elle était fatiguée. Après, qu'est-ce qui s'est passé une fois que les pompiers sont partis? Est-ce qu'il y a eu une remarque? Est-ce que ça s'est monté? Est-ce que lui, qui avait un petit peu bu, quoi, a répondu un peu, et puis il y a eu un enchaînement? Ça, personne ne le sait. Hafid aurait très bien pu être piqué au vif, ce qui fait qu'il n'aurait pas supporté, il n'aurait pas pu tolérer cette blessure, cette atteinte qui a été occasionnée et provoquée par une moindre remarque de la part de sa compagne pourrait très bien déterminer chez lui une explosion intérieure, en quelque sorte, qui pourrait, à ce moment-là, le faire réagir et le faire exploser. On sait qu'elle a pris des coups. Parce que l'autopsie a révélé qu'elle avait la mâchoire gauche qui était fracturée. Alors ça, c'est un élément important, parce que c'est à mettre en relation avec la lésion du boxeur que Hafid il a à la main droite. La suite des événements reste floue pour les enquêteurs. Comment ensuite le corps qui a été entreposé dans la voiture se retrouve à quelques kilomètres brûlé en forêt? La chronologie du bûcher, le transport jusque sur le lieu de crémation, tous ces éléments interpellent et on se dit, mais ce ne sont que des hypothèses, puisqu'encore une fois, Hafid ne veut rien dire, qu'il a peut-être été aidé. Ces zones d'ombre n'empêchent pas la juge d'instruction d'ordonner la mise en accusation d'Hafid pour le meurtre de sa compagne. Alors, comment se déroulera le procès? L'accusé continuera-t-il de nier son implication? Et la famille de Julie saura-t-elle enfin la vérité? Le 22 janvier 2018, 3 ans et demi après le meurtre de Julie, le procès d'Hafid s'ouvre devant la cour d'assises de Nancy. L'homme de 39 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Vous avez une famille qui est la famille de la victime, qui est dans la douleur, qui est dans la souffrance, qui vient chercher des réponses. Mais là aussi, nous avons la famille de l'accusé, la famille d'Hafid, qui souhaite également obtenir des réponses, qui veut comprendre ce qui s'est passé, et parce que Hafid se défend véritablement d'avoir tué sa compagne. Dès l'ouverture du procès, le frère de la victime va marquer les esprits. Qui apporte un grand portrait d'elle, pour la faire revivre aux yeux des jurés. C'était quelqu'un de jeune, plutôt joli, et puis lui dans le box, Hafid c'est censé être celle qu'il aime, la mère de son enfant, quoi. Donc voilà, on démarre d'emblée sur une note dramatique, dramatique et puis émotionnelle. Dans le box des accusés, Hafid, très amaigri, est métamorphosé par ces années de détention. C'est quelqu'un qui apparaît effectivement comme l'ombre de ce qu'il a pu être fut un temps,
C'est-à-dire un garçon jovial, propre sur lui, bien apprêté, etc. Et effectivement, c'est une sorte de spectre, c'est une espèce d'image de presque mort-vivant. Tandis que la cour attend des explications, l'homme reste sur ses positions et ne se présente même pas à la deuxième semaine d'audience. Tant bien que mal, ses avocats essaient de le défendre et de requalifier les faits en coups mortels. On ne comprend pas pourquoi, brutalement, Hafid aurait décidé de tuer. L'intention homicide, c'est-à-dire la décision délibérée de tuer Julie, ne tient pas une seule seconde au regard de ce dossier. On pense qu'il y a eu une dispute, que ça a mal tourné et qu'en réalité, il y a pu y avoir une échauffourée et qu'elle serait presque morte, entre guillemets, par accident, en tout cas sur un mauvais coup. Mais personne n'imagine une intention, une volonté d'Hafid de tuer Julie, qu'il soit responsable ou non de sa mort. Mais ça, on ne peut pas en parler avec lui. Donc on le défend, j'allais dire presque malgré lui. Le 2 février 2018, Hafid est condamné à 20 ans de prison. Il décide de faire appel et un second procès débute 1 an et demi plus tard, devant la cour d'assises de Moselle. Mais cette fois encore, le comportement d'Hafid va jouer en sa défaveur. En appel, c'est encore plus catastrophique. Et à un moment, je me retourne, et là, je vois plus mon client dans le box. Et donc, je me soulève un peu par-dessus le rebord du box, et là, je me rends compte qu'il est allongé, et je l'entends, et il ronfle. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, quoi qu'on fasse, quels que soient les éléments qu'on mette en avant, l'image est faite, la messe est dite, quoi. Après une semaine d'audience, la cour suit les réquisitions du parquet et condamne Hafid à 30 ans de réclusion. Son attitude a joué, forcément, mais aussi la gravité des faits. Parce qu'il faut reconnaître que les 20 ans qui avaient été prononcés en première instance, c'était pas cher payé entre guillemets pour avoir tué sa compagne dans les conditions que l'on sait, pour avoir ensuite transporté le corps et l'avoir brûlé. Honnêtement, ça valait 30 ans. Six ans après les faits, la famille de Julie, mais également celle d'Hafid, tente de se reconstruire. Et cela malgré l'absence d'explication de l'accusé. Cette affaire, c'est un gâchis gigantesque, une tristesse infinie. C'était un joli couple de gens heureux, a priori, qui avaient une petite fille épanouie, qui avaient 2 belles familles qui les entouraient, et qui, en une nuit, a plongé dans le drame et dans l'horreur absolue. À l'âge de 7 ans, la fille du couple a été confiée à l'un des frères d'Hafid. Je ne vais pas dire que tous les voyants sont au beau fixe, mais, parce que la situation est quand même pas simple pour une enfant de cet âge, mais il y a un encadrement psychologique. Tout le monde nous dit qu'a priori, elle s'épanouit pleinement dans sa nouvelle famille, même si c'est pas la plus belle des enfances pour démarrer.